Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, attention les yeux, une avalanche de diamants, de bijoux et un rendez-vous annuel à Tel Aviv qui attire toujours plus de visiteurs. Bienvenue au salon Jovela, 20 000 professionnels et amateurs attentifs aux évolutions du marché. L'occasion aussi de faire le point sur l'industrie du bijou, secteur qui, vous le verrez, n'échappe pas lui non plus au virage des nouvelles technologies. 2 reportages à suivre et c'est dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant d'y revenir, on fait le point sur l'actu éco du jour, marqué d'abord par les chiffres de la croissance chinoise. Ils sont à première vue rassurants, plus 7% pour le PIB au deuxième trimestre, d'après les chiffres officiels. C'est légèrement au-dessus des prévisions. Alors, outre l'envolée boursière du début d'année, on note la bonne tenue, notamment du niveau de la production industrielle, des investissements et l'accélération des ventes de détail. Mais on se dirige quand même tout droit vers la plus mauvaise performance pour Pékin depuis 25 ans, avec plus 7% toujours attendu pour l'ensemble 2015. En parallèle, des inquiétudes toujours autour de la bourse de Shanghai qui a perdu le tiers de sa valeur depuis la mi-juin. L'environnement économique intérieur et extérieur reste assez complexe sur la première moitié de l'année. Quant à la situation mondiale, la reprise a été globalement inférieure aux attentes. À l'heure actuelle, il y a des signes de l'entreprise avec une polarisation évidente. Le maintien d'un développement stable et sain des marchés financiers est vital pour une évolution solide de l'économie nationale. Allez, l'Europe et la Grèce avec cet appel qui pourrait presque surprendre, celui du FMI hier qui estime que la zone euro doit alléger voire effacer en partie la dette grecque. Pour l'institution, elle pourrait atteindre 200% du PIB dans 2 ans contre 180 aujourd'hui et elle est totalement non viable, empêchant toute chance pour Athènes de retrouver le chemin de la croissance. Une position qui rejoint finalement celle du gouvernement de Tsipras. En tout cas, le FMI conditionne désormais sa participation au nouveau plan d'aide en faveur de la Grèce à un rééchelonnement de cette dette. Un plan, on le rappelle, à hauteur de 82 milliards d'euros. Et hier, c'est Alexis Tsipras qui s'expliquait publiquement et pour la première fois sur la signature de l'accord lundi avec ses créanciers. Le Premier ministre grec dit assumer ce texte auquel il ne croit pas, mais qui évite selon lui le désastre. Une nouvelle cure de rigueur en échange d'une aide financière vitale. Inquiet des divisions au sein de son parti, Syriza, le chef du gouvernement, fustige aussi la pression des Européens sur le peuple grec après le référendum. J'assume pleinement mes responsabilités pour les erreurs, pour les oublis et pour la signature d'un texte auquel je ne crois pas, mais que je suis obligé de mettre en œuvre. La Grèce ne disposait pas des réserves pour assumer un retour à sa propre monnaie. Un défaut désordonné n'aurait pas seulement déclenché automatiquement un effondrement du système bancaire et l'évaporation de toutes les économies du peuple grec. Cela nous aurait aussi obligés à créer une monnaie considérablement dévaluée, car nous ne disposons pas des réserves de change pour la soutenir. L'actualité en France est d'abord l'évolution des prix à la consommation. Moins 0,1% en juin, d'après l'INSEE par rapport à mai, sous l'effet principalement du recul des tarifs de l'énergie et du coup d'envoi des soldes d'été. Malgré tout, sur un an, les prix ont progressé avec une inflation à 0,3%, de quoi apaiser les craintes de déflation. Autre info, ce rapport étonnant du Sénat français sur le coût de la pollution de l'air dans l'Hexagone, 100 milliards d'euros par an, d'après une commission d'enquête qui voit dans ce chiffre une aberration économique. Dépenses de santé, absentéisme dans les entreprises ou baisse des rendements agricoles. L'impact de la pollution se fait ressentir très largement sur l'activité et le rapport préconise entre autres l'augmentation de la fiscalité du diesel. Et puis autre étude, celle du réassureur allemand Munich Re qui chiffre le montant des catastrophes naturelles à près de 35 milliards de dollars de dégâts au niveau mondial pour la seule période janvier à juin 2015. C'est beaucoup plus qu'au premier semestre 2014, mais c'est en dessous de la moyenne de ces 30 dernières années. Et sur ce total, plus du tiers a été au final supporté par les assureurs. Les séismes au Népal et la vague de canicule qui a frappé l'Inde et le Pakistan auront été les drames naturels majeurs de cette période. Allez, immersion à présent dans l'univers du diamant. Malgré une année 2014 difficile, le secteur conserve une place de choix dans l'économie israélienne. 9 milliards de dollars d'exportation. Et depuis une douzaine d'années, les professionnels du secteur se retrouvent au début de l'été à Tel Aviv pour le salon Jovela avec un accent cette année sur les avancées technologiques. Technologie, vous allez le voir, au service de la diversification des produits et surtout peut-être de la démocratisation de l'accès à ceux-ci. C'est un reportage d'Anthony Lesme. 9,3 milliards de dollars,
C'est le montant des exportations israéliennes touchant le seul secteur du diamant en 2014. À l'ombre de ce précieux trésor existe le marché du bijou, en constante augmentation depuis 20 ans en Israël. Il dépasse les 400 millions de dollars d'exportation. Pour la 12e année, le salon Jovela réunit les professionnels de ce secteur. Jovela accueille 20 000 personnes chaque année, professionnels et amateurs. L'affluence progresse chaque année, montrant plus de variétés, plus de visiteurs de partout dans le monde. Très traditionnel, le marché du bijou subit quelques transformations depuis quelques années. Internet a déjà changé les règles de vente, mais la création et la production ont aussi été affectées par des évolutions technologiques, notamment par l'apparition de nouveaux logiciels de design et le développement des imprimantes 3D. Cela permet à l'industrie de produire très rapidement de nouveaux modèles pour chaque saison. Lorsqu'on change de robe, on peut changer de bijoux. Zaban, une des principales enseignes israéliennes de diamants et de bijoux en or, a pris le virage de la technologie ces dernières années. La 3D nous permet de visualiser le bijou avant que nous le produisions. Vous pouvez le voir de tous les côtés. C'est vraiment un renouveau pour notre industrie. Zaban utilise aussi d'autres machines plus performantes qui permettent plus de précision. Dans le passé, nous avions l'habitude de travailler uniquement à la main et aujourd'hui, nous avons la technologie pour fondre et souder les matériaux. Par exemple, si un bijou particulier pesait dans le passé 20 grammes, aujourd'hui, nous pouvons utiliser la technologie pour faire 6-7 grammes. L'achat pour le consommateur est plus évident car le prix s'adapte davantage à son budget. Grâce à ces nouvelles marges de manœuvre, l'industrie du bijou peut désormais toucher davantage les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, cette industrie hors diamant génère plus de 700 millions de dollars de profit en Israël. Si certains artisans s'adaptent au progrès technologique, le cœur du métier reste la création et le savoir-faire des mains. Un savoir-faire ancien, mais forcément en pleine mutation. Alors on va s'intéresser de plus près, plus généralement à l'industrie du bijou, dominée certes par de grandes enseignes, mais qui laisse la place aussi aux créateurs indépendants et entreprenants. C'est le cas d'Anat, basée à Ramat Gan, proche banlieue de Tel Aviv. Elle est indépendante depuis 30 ans et son meilleur atout, c'est sans doute son imagination. Anthony Nesme l'a suivi, regardez. Dans les allées du salon Jovela, nous avons rencontré Anat, une bijoutière indépendante qui exerce son métier depuis 30 ans en Israël. Créative, elle doit son succès à des assemblages composites, hauts en couleurs et en diversité. Petit à petit, des grandes maisons sont venues taper à sa porte. Collaborer, c'est les règles du jeu. Caroline Herrera, Massimo Dutti, ces grandes boutiques s'intéressent toujours à de nouveaux designs. Parfois, ils vont en Extrême-Orient pour produire, mais ils ont aussi besoin de quelque chose de spécial qu'ils ne peuvent pas faire en Chine. Le lendemain, nous nous rendons dans son atelier-boutique à Ramat Gan, la proche banlieue de Tel Aviv. Dans les années 80, après 2 ans d'armée, cette ancienne étudiante en design commence à créer. À l'époque, l'industrie du bijou n'existait pas. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, il n'y avait rien en fait, presque rien, c'était super. Je me souviens qu'il m'arrivait d'acheter des boucles d'oreilles et de les démonter puis de les combiner moi-même. C'était si facile de faire les choses, mais aujourd'hui avec Internet, c'est un grand marché et la concurrence est partout. S'il vous plaît, venez. Donc, comme vous pouvez le voir, on essaye de trouver la bonne formule. On essaye de trouver les bonnes combinaisons avec les bonnes proportions, la bonne couleur et ce n'est pas si facile. Vous avez besoin de travailler et d'essayer parfois pendant des jours et un jour ça vient. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Anat travaille avec 6 ou 7 employés, la plupart d'origine russe. Pour créer un bijou original, il faut des composants nouveaux, particuliers, des assemblages inédits. Les techniques innovantes et précises sont les gages d'un travail réussi et recherché. Vous pouvez voir ce beau bracelet avec différents matériaux, des pierres naturelles et des perles blanches. C'est la technique qui l'a rendu si spécial. Si Israël n'est pas leader dans les bijoux, c'est un marché émergent qui progresse. Une réussite qui s'explique selon Anat. Nous pouvons sentir la tendance en même temps qu'elle arrive. Nous sommes très alertes de ce qui se passe sur le marché. Et ça se voit sur nos bijoux qui sont sans arrêt mis au goût du jour. Israël, passerelle entre l'Europe et l'Asie, est à la croisée des chemins entre inspiration et débouchés commerciaux. Anat s'envole d'ailleurs cette semaine vers la Chine pour un nouveau salon. Ouais, la Chine, grand marché de demain, d'aujourd'hui déjà pour l'industrie, des bijoux et du luxe en général. On va accueillir notre invité, Laurent Sobel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de JB Trade. Quelques mots d'abord sur votre activité.
Alors, l'activité, comme vous venez de le mentionner, c'est de la fabrication de bijoux ici en Israël et le marketing. On va peut-être les voir. Ouais. Et le marketing sur les marchés que nous choisissons, donc en particulier l'Europe et le Japon. Donc vous êtes orienté Europe et Asie. Est-ce que la Chine, on vient d'en parler, c'est l'Eldorado pour votre métier aujourd'hui? Alors, pour nous, pas, parce que nous n'avons pas touché à ce marché, qui est un marché, disons, particulier. Il faut savoir comment l'approcher. Nous préférons nous concentrer sur les marchés que nous connaissons bien et les approfondir. Donc, l'Europe du centre, à l'heure actuelle, les pays tels que la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Irlande, sont nos marchés essentiels. Les États-Unis aussi, l'Autriche. Non, pas tellement. Pas tellement. Globalement, pour le marché israélien, c'est quand même les États-Unis, mais donc pour vous... Pour beaucoup de nos amis et concurrents, probablement. Mais nous, disons par mentalité, nous préférons l'Europe et le Japon. Alors, on l'a vu dans le reportage, il y a une tendance un petit peu à la démocratisation des bijoux de qualité, design grâce forcément aux technologies. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque peut-être de porter préjudice finalement au côté un peu exclusif, prestige des bijoux au final? Non, au contraire, parce qu'à l'heure actuelle, il faut savoir utiliser les technologies pour développer les bijoux. C'est plus un atout pour vous. C'est un atout dans la mesure où nous avons des outils pour la taille du diamant. C'est des atouts commerciaux qui intéressent nos clients et qui rendent également le bijou meilleur marché. Ça permet de diversifier aussi la gamme, peut-être? Ça permet de diversifier la gamme, absolument. Il y a toujours des clients qui sont intéressés par des bijoux classiques avec un solitaire, une seule pierre. Mais la technologie nous permet aujourd'hui de faire des montures, des solitaires, avec le look d'un seul diamant, mais en réalité, il s'agit de 4 diamants ou de 9 diamants. Donc vos métiers s'adaptent un petit peu à ce nouvel environnement technologique. Alors 2014, pour parler plus globalement, année difficile pour l'industrie du diamant en Israël, on l'a vu. D'abord pour les bijoux, est-ce qu'il y a eu aussi un impact ou est-ce que c'est plus limité pour les bijoux en général? Il y a un impact. Lorsque l'industrie du luxe est touchée pour toutes sortes de raisons économiques qui sont propres à chaque pays, ou pour des difficultés monétaires ou une situation de conflit dans telle ou telle région, il est clair que ça influence le moral de nos clients et parfois le moral du consommateur final. Et comment vous gérez ces années de vache maigre un petit peu? Est-ce que ça vous pousse à faire évoluer votre offre, à chercher aussi d'autres débouchés, d'autres marchés? Alors bien sûr qu'il faut toujours évoluer et chercher de nouveaux marchés ou chercher de nouveaux clients potentiels dans les marchés où nous sommes connus. Parce qu'il est toujours plus facile, bien sûr, de nager dans les eaux qu'on connaît, donc de rechercher des points de vente nouveaux. Et c'est là tout le travail du marketing. Mais un mot du marché israélien aussi, comment est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il évolue toujours plus vers le haut de gamme aussi? Je pense pas. Je crois que d'une façon générale, il faut toujours conserver un marché milieu de gamme attractif, mais avec des produits un peu nouveaux, des nouveaux composants, et c'est tout. Merci beaucoup, Laurent Sobel, d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite au Media Watch. Et on s'intéresse au budget de l'Élysée pour ouvrir cette revue de presse. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Un chiffre, 100 millions d'euros, c'est le montant dépassé par l'Élysée l'an dernier. Oui, c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit donc d'une diminution par rapport à 2013 selon la Cour des comptes. Pour sa deuxième année pleine d'exercice, le président François Hollande a dépensé environ 10 millions d'euros de moins qu'à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et là où le président français a réalisé le plus d'économies, eh bien c'est sur les achats courants, la communication, les déplacements, notamment le fait de privilégier le train à l'avion et aussi les effectifs puisque la rémunération des travailleurs c'est environ près de 70% du budget de l'Élysée, mais entre 2013 et 2014 le Palais a licencié une trentaine d'employés. Seul petit bémol, c'est au niveau social. Les charges ont augmenté de près de 5 millions d'euros, notamment à cause du recours accru aux heures supplémentaires. Allez, un argument de plus contre les 35 heures. Et puis en tennis, Johanna, il n'y a plus que lui, on peut le dire. Novak Djokovic vient de remporter Wimbledon.
c'est aussi un champion côté affaires. Oui, l'année dernière, Novak Djokovic a remporté 48 millions de dollars, ce qui fait de lui le deuxième joueur de tennis et le 13e athlète le mieux payé au monde. Mais le sport n'est pas sa seule source de revenus. En 2014, il a empoché plus de 30 millions de dollars en dehors des cours de tennis. Alors d'où vient tout cet argent? Eh bien, il y a plusieurs sources. Premièrement, son livre sur la nutrition, une ligne d'aliments diététiques, une chaîne de cafés-restaurants en Serbie et évidemment la publicité. Bref, de quoi vivre très confortablement. D'ailleurs, aujourd'hui, Djokovic possède un appartement de 2 pièces à Monaco. C'est le marché immobilier le plus cher de la planète. Il a aussi un yacht acheté en 2009 pour 2,5 millions de dollars. Et pour se rendre à ces compétitions, eh bien, il n'hésite pas à louer de temps en temps un hélicoptère. Mais le joueur de tennis sait aussi faire preuve de générosité puisqu'il a notamment donc une fondation qui porte son nom pour améliorer l'éducation des jeunes enfants. Un as au grand cœur. Bravo à lui et merci à vous, Johanna. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec entre autres l'Iran. L'info continue. Restez avec nous.